Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans G-Sport, votre rendez-vous dédié à tous les sports sur Télé Grenoble, avec la complicité de notre journaliste chroniqueur sportif Mathias Arès. Bonsoir. Bonsoir Lucille. Ça va ? Ça va merveilleusement bien. On est très content de te retrouver. Alors avec nous, 2 participations aux Jeux Olympiques, une 15e et 18e place à Sochi, puis une 13e place à Pyeongchang. Et aujourd'hui, il est sur le podium et il s'en approche aussi. Dans quelle discipline ? Alors un indice. Je ne sais pas si vous voyez bien ça. En sabre. Il est un peu lourd pour un sabre, hein, et un peu moins affûté aussi, j'ai été assez surprise. C'est du bob, le bobsleigh, et c'est un champion pour qui on a beaucoup de respect. Décidément, Romain Heinrich, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je vais te rendre cette lame, Ouais, en fait. ce patin de bobsleigh, ouais. Ce patin, ah oui, c'est un peu moins affûté que ce que je pensais, hein. C'est lisse, en fait. Il n'y a pas de quart, il n'y a pas... Tout à fait, la surface, elle n'est pas tranchante, tout simplement parce qu'un bob plus les athlètes, par exemple pour le bob à 4, ça va faire 630 kilos. Donc si c'était tranchant, on passerait à travers la glace. Donc il faut bien un petit peu de surface pour éponger tout ce poids. Dont 600 kilos de lame, déjà. Parce que, ça y est. On est ravis de t'accueillir. On va tout savoir sur ta saison et faire un peu mieux connaissance, bien sûr, dans un petit instant. Tout de suite, le JT des sports avec Mathias. Du coup, le GF38 qui a des hauts et des bas, mais plutôt en haut. Plutôt en haut, ouais, sur 2 matchs, donc vendredi en déplacement à 3 et la réception du Havre lundi. 4 points de prix, là où on n'en espérait pas beaucoup plus. De 1 à 3, c'est pas facile. De 1 à 3, 1-1 à Grenoble face au Havre. 4 points, on le disait, sur une série qui avait une allure bien compliquée pour les Grenoblois, surtout après le visage affiché face à Chambly lors du dernier match à domicile. Donc une belle victoire dans l'aube. Oui, c'est ça. Et puis un match nul à Grenoble. Donc on verra tout ça dans le G-Foot avec un Islandais qui sera notre invité, Christopher Christensen. Voilà. Et puis du côté du FCG rugby, eh bien le FCG rentre bredouille de Nevers. Il y avait longtemps que ce n'était pas arrivé déjà de voir le FCG perdre avec 0 point. Ouais, le FCG qui termine son bloc sur une défaite. 27 à 18. Et qui perd surtout la tête du championnat de Pro D2 avec cette défaite à Nevers. Mais il reste encore pas mal de matchs d'ici les playoffs. Oui, surtout que c'est Perpignan qui prend la tête de la Pro D2. Et Perpignan, c'est le futur invité, le prochain invité du Stade des Alpes. Jeudi 13 février. Voilà. Alors que ça va plutôt bien pour les jeunes rugbymen aussi, qui n'ont pas perdu de si grand-chose finalement. Les jeunes du 15 du Coq au Stade des Alpes devant 13 000 spectateurs samedi dernier. C'est ça, surtout un succès populaire pour les jeunes U20 français. Dans ce crunch, un week-end de crunch, il y avait aussi les féminines et les masculins qui ont joué ce week-end-là contre les Anglais. On voit ici notre Grenoblois Nathanaël Huleux qui était ici juste derrière. Après cet essai marqué, ils étaient 2 Grenoblois sur la pelouse avec Romain Fusier qui était remplaçant. Oui, puisque Régis Montagne avait dû quitter le groupe pour blessure quelques heures avant le coup d'envoi. On en reparle dans G-Rugby, justement, toujours ce mercredi. Par contre, ça va très bien pour les brûleurs de loup. Les brûleurs de loup, ils gardent bien la tête la tête de Ligue Magnus, cette place de leader. Voilà, à quelques matchs des playoffs. Pourvu que ça leur réussisse pour les 4 derniers rendez-vous. Et puis vendredi, c'est Chamonix qui a subi la suprématie des Grenoblois. Vainqueur 9 à 3, donc c'était quand même une belle rouste. 9 à 3. Plutôt hockey, rugby, Romain ? Alors plutôt rugby. Tiens donc. T'en as fait ? J'en ai fait en universitaire dans le cadre de mes études, avec une 3e place sur les championnats de France universitaires en rugby à 7 notamment. À Grenoble ? À Grenoble, tout à fait, avec l'école Grenoble INP. Ouais. D'accord. C'est vrai que les universitaires, ça fonctionne bien aussi. C'est quelque chose de très important pour, quand on est étudiant, d'aller représenter sur les terrains sportifs aussi notre école. Donc on s'était pris au jeu avec les copains de l'époque. Ouais. Oui, alors tu es pilote, mais pas de voiture. Alors je ne sais pas si tu es intéressé par le trophée Andros. C'est sur la glace. Oui, bien sûr. C'est aussi du pilotage sur glace. C'est sur la glace. Là, il faut aller la chercher quand même, la glace. À Super-Besse, et ce n'était pas une super condition. Non, mais un super Aurélien Panis. Oui, un super Aurélien Panis. Grenoblois. Bon, il est de Clay, mais c'est un grand Grenoble, on va dire. Et il a donc remporté cette super finale à Super-Besse et par la même occasion, l'édition 2020 du e-trophée Andros. Devant Sébastien Loeb, quand même. C'est énorme, ça. Belle performance. Absolument. Donc non, pas de trophée Andros pour ça ? La différence entre le pilotage de voiture sur glace et de bob sur glace, c'est qu'eux, ils ont un frein et pas nous. Donc,
Je ne sais pas si je serais accroché au frein ou accroché à l'accélérateur si je devais piloter ce genre de voiture. Oui, ça c'est ça. À mon avis, plutôt sur l'accélérateur. Et puis, alors, l'événement tennis, c'est le trophée de la ville de Grenoble, donc, et l'Engie Open du côté des féminines. Donc, tournoi masculin et féminin en même temps, du 8 au 16 février, à la halle... Au Grenoble Tennis. Au Grenoble Tennis, exactement. Et donc un tournoi, une nouvelle année qui sera très très prometteur avec beaucoup de jeunes qui seront très prochainement dans le très haut du tennis mondial chez les garçons comme chez les filles et même aussi des joueurs qui sont un peu dans une deuxième partie de carrière qui viennent se relancer. Absolument. Voilà, des espoirs et des personnes qui viennent se relancer. Ça fait toujours des très très beaux matchs à la halle de la rue du Repos. Exactement. Ça ne va pas être de repos, bien sûr. Elle porte pas très bien son nom, cette rue, parce qu'on y fait beaucoup de sport par là-bas. Cet événement a été présenté en conférence de presse en présence du président de notre ligue, du président de notre ligue, Gilles Moreton. Gilles Moreton, qui a annoncé il y a peu sa volonté de briguer la tête de la Fédération française de tennis avec son binôme, qui n'est autre qu'Arnaud Clément, donc l'ancien capitaine de Coupe Davis. Donc peut-être qu'on aura prochainement un représentant de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes à la tête de la Fédé, c'est plutôt bon signe. C'est un ancien joueur, d'ailleurs, on l'écoute tant qu'à faire, il nous explique pourquoi. Moi je suis un tout jeune dirigeant, arrivé avec un œil neuf, peut-être un petit peu différent des autres. C'est vrai que j'ai été ancien joueur professionnel, j'ai été enseignant de tennis, j'ai été chef d'entreprise et maintenant j'ai mis tout ça derrière moi, je viens rendre simplement donner au tennis. Et que l'expérience que j'ai pu avoir en Auvergne-Rhône-Alpes a suscité beaucoup de monde de partout en France, sont venus me voir pour essayer que ces idées-là, qui sont différentes, juste différentes, on puisse les appliquer sur le plan national. J'ai été désigné par cette association pour être candidat à la présidence de la Fédération française et j'ai accepté de relever le challenge. Et puis c'est auprès des clubs qu'on doit aller chercher la bonne parole et surtout leur donner le droit de vote, ce qui n'est pas le cas actuellement, le cas dans d'autres fédérations sportives, mais pas le cas dans le tennis. Donc il faut qu'on revienne à cette consultation de la base. On s'est coupé un peu de la base, cette consultation de la base de nos clubs pour reprendre les très bonnes idées. Donc à suivre, allez, le Grand Prix de la ville de Grenoble, le trophée de la ville de Grenoble et l'Engie Open de l'Isère, c'est donc à partir du 9 février, donc dimanche jusqu'au 16. Allez, direction le col de Porte où on a un petit peu pleuré la neige aussi ces dernières semaines, mais pas du côté du pas de tir, parce que si le Vercors reste le camp de base des meilleurs biathlètes de la planète, allons-y, la Chartreuse possède aussi des arguments. La station a organisé le Samsey Tour le week-end dernier. Reportage de Lilian Veillé. C'est une nouvelle étape de la Coupe de France qui se jouait au col de Porte. Une épreuve de sprint délicate avec des montées et un temps menaçant, mais ça n'a pas inquiété la relève du biathlon français. C'était difficile. Sur les skis, j'avais des bonnes sensations et au tir, je me suis vraiment impliquée sur chaque balle et je tire à 9 sur 10. Je loupe la dernière au debout, mais c'était vraiment un beau tir et je suis vraiment contente de ma course. Si les stars internationales comme Martin Fourcade ou Anaïs Bescon ne sont pas là, cette compétition voit s'affronter les futurs champions français du biathlon avec la présence de l'équipe B senior et les jeunes qui ont brillé au JO de la jeunesse. Tous les athlètes qu'on voit évoluer au top niveau aujourd'hui, et qui performent plutôt pas mal, sont tous passés par ce circuit, d'où l'importance qu'on y accorde sur la qualité d'organisation. C'est là où ils se forment et où on les aguerrit du mieux qu'on peut pour voir ce qu'ils sont en train de faire au niveau international. Donc c'est un passage obligé, on va dire. Et un passage presque obligé au col de Porte qui est devenu l'un des sites privilégiés du circuit national. Maintenant qu'on a le nouveau stade et les nouvelles installations, ça devient une étape assez régulière au col de Porte. On en a tous les ans ou tous les 2 ans. Donc, puis les conditions sont assez bonnes. On a un microclimat qui nous permet d'avoir des conditions correctes tous les hivers. Et oui, malgré sa faible altitude, le col de Porte connaît un bon enneigement et les récents aménagements du site lui permettent aujourd'hui d'accueillir les plus grandes compétitions. Il y a encore 10 ans, ici, il y avait à peu près rien, quasiment pas de pistes. Et depuis, donc, des pistes un petit peu développées, élargies, améliorées. Un stade de tir qui est derrière nous, officiel avec 30 cibles, ce qui est assez exceptionnel. Au total, ce sont plus de 200 athlètes qui se sont affrontés au col de Porte lors de ces épreuves nationales. Vous croisez évidemment sur les Jeux Olympiques avec les biathlètes, avec cette super compète à Pyeongchang. Qu'est-ce que ça t'inspire, ce sport où on donne tout et on s'arrête, on tire ? C'est assez impressionnant en fait de voir
les athlètes complets qui sont, parce qu'effectivement, viser et en même temps monter dans le rythme cardiaque sur les skis, c'est vraiment impressionnant. Martin Fourcade, c'était le porte-drapeau de la délégation en 2018, donc j'ai beaucoup discuté avec lui et c'est vrai que c'est hyper inspirant, des sportifs comme ça. Si on pouvait avoir ne serait-ce qu'un quart de son palmarès, ce serait super. Ah oui, ça c'est sûr. Et il est en route bientôt pour les championnats du monde. C'est c'est à partir du 13 au 23 février en Italie. Voilà, à Anterselva. Et ça compte pour la Coupe du Monde aussi, où nos Français sont très très bien passés. Jingle, invité tout de suite. Jingle invité avec Laura Tarantola, qui elle va défendre les couleurs de la France aux Jeux Olympiques de Tokyo, cette fois-ci. Voilà. Une année très olympique. Alors justement, la saison passée, une 5e place avait fait son bonheur. C'était en janvier 2019 en Coupe du Monde à Altenberg. Quelques jours plus tard, il décrochait une médaille au championnat d'Europe à Koenigsee. Et c'était la première fois pour un Français en bob à 2. Et pour couronner une saison de rêve, Romain Heinrich, tu montais sur un podium de Coupe du Monde sur la 2e marche à Lake Placid. Est-ce que, alors c'était il y a quelques mois, et c'était pas au JO, est-ce que tu réalisais quand même à ce moment-là que tu marquais vraiment l'histoire du bob à 2 et du bob tout court d'ailleurs? C'est sûr que ça a été des résultats qui ont été un peu inattendus, inespérés, d'être aussi rapidement sur le podium alors que ça faisait que 4 ans que je m'étais mis au pilotage et ça faisait que 1 an et demi qu'on était partenaire avec Dorian. Donc c'est sûr, c'est super quand ça marche aussi vite. Maintenant, comme on l'a dit, c'est pas une médaille sur des Jeux Olympiques et nous, notre objectif, c'est de faire une médaille aux prochains Jeux Olympiques. Donc tout ce qu'on fait maintenant et jusqu'en 2022, ce n'est que répétition pour les Jeux de Pékin en 2022. Oui, alors là on voit c'est Altenberg ici. Oui. Vous êtes quand même, je regardais ça en préparant cette émission, vous êtes quand même des grands malades, quoi. Est-ce que vous vous rendez compte de la prise de risque, de ce que vous faites quand on regarde notre nature humaine, quand on voit ce que vous êtes capable de faire? Est-ce que tu réalises en regardant ça vraiment le degré de la prise de risque? Alors c'est sûr que de l'extérieur c'est assez impressionnant, surtout quand on voit des chutes à la télévision. Nous dans notre cas, c'est pas tant une prise de risque, c'est plus la gestion du risque, puisque la trajectoire idéale, on la connaît. La trajectoire idéale, en fait, c'est pas forcément la trajectoire la plus dangereuse. Donc, si on est très méticuleux dans ce qu'on fait, finalement, on prend pas tant de risques que ça. Et c'est là que ça va le plus vite, le bob, en fait. On va essayer de comprendre ça tout à l'heure et de dire pourquoi est-ce que tu t'es dit, je vais faire du bob. Donc, cette saison avait été juste exceptionnelle. Ça s'est un petit peu moins bien passé en fin de saison pour des raisons de matériel, ce qui doit vraiment pas vous rassurer, d'ailleurs. Ouais, en fait, tout est parti d'une erreur que j'ai fait sur un entraînement sur la piste la plus rapide du monde. Donc, on était à plus de 150 km/h et à 150 km/h, une chute, ça pardonne pas. Donc, c'était l'année dernière, au mois de mars, on a fait une chute et on a cassé un petit peu le bob à 2. Et depuis ce moment-là, il nous a fallu pas mal de travail pour retrouver la glisse vraiment du matériel. Et la confiance. Et puis la confiance aussi. Alors, ça, c'est un autre sujet. Effectivement, le capital confiance est très important dans notre sport. Et il a été un petit peu endommagé à l'occasion de ces chutes. Mais pour autant, je reste amoureux de ce sport, amoureux des sensations. Donc, je suis sûr que ça va revenir et qu'on fera encore d'autres podiums dans le futur. Alors, tu en parlais tout à l'heure sur le trophée Andros. C'est aussi un sport, entre guillemets, mécanique où la machine est importante et le côté financier aussi. Tout à fait. On a l'habitude de dire que le bobsleigh, sur le chrono final, il y a 30% de la performance qui se fait à la poussée au départ. Il y a 30% de la performance qui se fait dans le pilotage et le 3e tiers se fait sur le matériel. Donc c'est un sport qui est complet, qui demande des qualités physiques, des qualités mentales et de pilotage et des qualités mécaniques pour pouvoir tout mettre bout à bout le jour J. Oui, alors c'est très technique aussi, c'est-à-dire il y a à la fois le physique, il y a la technique, on parlait de trajectoire, il y a un nombre incalculable de paramètres pour des centièmes de seconde. Voilà, c'est ça. Ouais, des millimètres et des centièmes de seconde. Ouais, donc c'est un sport qui est chronométré au centième de seconde. Vous préparez en soufflerie? Voilà, par exemple, cet été, on a fait des tests en soufflerie pour développer la partie aérodynamique. Donc, l'aérodynamique, c'est une des composantes matérielles. On a vu les patins. Il y a plein de choses qui rentrent en jeu pour essayer de glisser le plus vite possible. Et donc, sur la hors-saison, où on n'est pas sur la glace, on passe énormément de temps à développer le physique et le matériel. Et puis après, bien sûr, pendant l'hiver, là, on est plus concentré sur le pilotage. Chaque piste du circuit est différente. Donc, c'est important pour les pilotes d'aller sur toutes les pistes et de s'entraîner à passer tous les virages du monde, tout simplement. On peut la voir, la préparation d'été, puisque tu es en train d'en parler. Vous êtes aussi des beaux bébés.
Alors, tous les athlètes de l'équipe de France aujourd'hui sont d'anciens athlètes de haut niveau, donc soit des sprinteurs, soit des lanceurs, parce que c'est essentiellement les profils les plus explosifs. Et la poussée, c'est un effort qui va durer 5 secondes, donc qui va être très explosif. Donc toi, tu lances. Oui, là, on voit tes collègues. Voilà, ouais. Là, on voit Lionel, qui est un de mes pousseurs, qui est à l'œuvre en musculation. Donc, oui, en général, c'est des profils un peu rugbyman, très musculeux et très explosifs, mais qui savent courir. Il faut un poids minimum? Alors, il n'y a pas de poids minimum, il n'y a pas de poids maximum, mais par rapport à la réglementation et le fait que ça reste un sport de glisse, et donc plus on est lourd et plus on glisse, on retrouve souvent des athlètes. Donc, si je prends mon cas, je fais 1m88 pour 106 kg, pardon. D'accord. Et la poussée, donc le lancer, pardon, le lancer pendant l'été, tu dis que tu ne peux pas forcément t'approcher des records français. Non, ça veut dire que tu ne peux pas mener deux carrières à la fois, une carrière d'été, une carrière d'hiver. Non, mes beaux jours en athlétisme sont plutôt derrière moi et ça s'est arrêté sur un niveau national. Donc j'ai participé plusieurs fois au championnat de France. J'ai eu des médailles en championnat de France jeune ou en championnat de France universitaire. Mais le niveau mondial est à plus de 20 mètres, 21 mètres aujourd'hui pour faire les Jeux Olympiques. J'ai un record à 17 mètres, donc non. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus fort en bobsleigh qu'en athlétisme. On sait que c'était le cas de Emmanuel Eustache, qui s'entraînait aussi, comme toi d'ailleurs, avec Martial Ozeille. Emmanuel Eustache qui avait été médaillé aux Jeux Olympiques de Nagano, hein, c'est ça, ou Salt Lake. Les Jeux de Nagano en 98. Il avait fait Nagano, Salt Lake, il avait fait Turin aussi également, qui est disparu, et on pense tout le temps à lui parce que c'était un sacré champion grenoblois. Lui, il n'était pas pilote, par contre, il était pousseur. Alors lui, il était pousseur, et moi j'étais un petit peu dans la même trajectoire que lui. Et d'ailleurs, c'est une personne que j'ai pas connue, mais à laquelle je pense tous les jours, puisque la salle de musculation porte son nom. Donc il n'y a pas une fois où quand je vais en musculation, j'ai pas une pensée pour cet athlète. Et en fait, lui, il a été recruté sur ses qualités physiques pour être pousseur, comme moi à l'époque. Et sauf qu'à un moment donné dans ma carrière, j'ai voulu passer sur le siège à l'avant, apprendre à piloter et essayer de bâtir une équipe qui aurait l'avantage d'avoir aussi un pilote issu de l'athlétisme au niveau. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est si on regarde bien le film Rasta Rocket, c'est bien de ta génération ça aussi, Mathias. On sait que le pilote, c'est pas forcément celui qui sait bien piloter des voitures. C'est des efforts qui sont complètement différents. Et effectivement, comme il y a cette notion de capital confiance et puis de prise de décision dans une fraction de seconde qui est très courte, on sort d'un virage et on va avoir, je sais pas, 1/10 de seconde ou 2/10 de seconde pour analyser la position du bob et prendre une décision pour le virage d'après. Ça va vraiment très vite. Et donc ça, il faut un tempérament d'une personne qui est relativement calme pour pouvoir prendre des décisions en sang-froid, tout simplement. Alors on disait que tu es pilote du coup de cette équipe. Est-ce que tu sens que tu as un peu un rôle aussi pour le développement aujourd'hui du bobsleigh en France? On sait maintenant, la fédération a fait le pari de vous soutenir. Alors, en tant que capitaine de l'équipe de France, c'est sûr que je suis très attaché à ce que le bobsleigh, plus que l'équipe masculine, se développe. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir une équipe féminine qui arrive sur le circuit Coupe du Monde. On a des athlètes qui étaient au JO de la jeunesse à Lausanne le mois dernier. Donc, notre sport se développe et il commence à être présent sur toutes les disciplines, sur toutes les catégories d'âge. Donc, c'est vraiment super pour nous. Ça reste un sport qui est très compliqué en termes de développement, parce qu'il y a cet aspect financier et cet aspect un petit peu dangereux. Donc c'est un frein, mais si on peut le développer et rayonner par nos résultats, c'est déjà une bonne chose. Un peu ce qu'avait fait Martin Fourcade avec le biathlon, qui était un sport un peu méconnu. Tu penses que les résultats pourraient aussi apporter ça? Je pense que plus on apportera de résultats et plus notre sport sera visible et plus il suscitera des vocations. Et le biathlon, c'est un parfait exemple. Là où le biathlon, ils sont vraiment très très forts, c'est que quand on compare le nombre de médailles internationales avec le nombre de licenciés en France, ils explosent tous les ratios. C'est vraiment impressionnant. Alors, un petit mot très rapidement sur ta saison ici actuelle, parce qu'on a beaucoup parlé de tes exploits de la saison dernière. On voit ici, on te voit à la Plagne il y a quelques semaines. Tu es mieux placé presque, 5e pour l'instant mondial. Alors, au classement en termes de classement général, aujourd'hui on est en progression sur les 2 disciplines, bob à 2, bob à 4. Alors la saison n'est pas terminée, il reste 3 compétitions, le classement peut encore un peu évoluer. Mais en bob à 2, on est
classé une place de mieux. En bob à 4, on est classé 8 places de mieux. Donc on est en progression. Mais c'est la régularité, c'est ça? Par rapport à l'année dernière, effectivement, cette année, on est un peu plus régulier, on a un petit peu moins de perfs de pointe. Et c'est sûr que quand on fait on a beaucoup plus de plaisir et de joie à être sur les podiums. Donc aujourd'hui, on court un petit peu après cette perf de pointe. Mais j'ai de bons espoirs sur le fait que ça puisse sortir sur les championnats du monde dans 15 jours. Tout à fait. Là, on te voit ici sur une petite web-série. On peut le voir sur le web, ça? Ouais, donc c'est cette web série, en fait, elle est avec votre partenaire Bontaz, elle est initiée par notre partenaire Bontaz et elle est disponible sur toutes les plateformes, Facebook, YouTube et relayée sur nos sites internet ou sur nos réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à venir voir. On parlait de promotion du sport. C'est l'envers du décor et c'est des petites vidéos de 2 minutes qui vont aborder différentes thématiques. 3 minutes. 2 à 3 minutes. Des fois, il y en a beaucoup quand elles sont bien faites. Il y en a beaucoup. Donc on disait pas forcément de grands coups d'éclat ou de grands podiums comme la saison dernière, mais plus de régularité. Donc effectivement, on croise les doigts pour la prochaine fois. On parlait à l'instant de la fédération. C'est vrai que c'est la Fédération française des sports de glace, ta fédération de référence, qui est éclaboussée en ce moment par un scandale. Qu'est-ce que Alors j'imagine qu'en saison, on est loin de tout ça. On sait que le président de la fédération, qui est montré du doigt aujourd'hui, Didier Gaillaguet, a donné une conférence de presse. Donc à l'heure où on enregistre, c'était il y a quelques instants. Mais qu'est-ce que tout ça t'inspire, en fait, toi qui vraiment es chapeauté par cette fédération? La problématique qui est soulevée de la relation entraîneur-entraîné avec ces histoires de viol et d'agression sexuelle, elle est très grave. Je pense que c'est hyper important, peu importe le sport, quand on est sportif, de se sentir en sécurité, et que nos parents aient confiance en déposant des enfants dans des associations, dans des clubs. Donc la notion de la sécurité, c'est quelque chose qui est très important et c'est un sujet qui doit devenir central dans la fédération. Après, tout l'acharnement médiatique qu'il peut y avoir autour de la fédération et de notre président, nous, en tant que sportifs, on est finalement assez détachés de ça. Comme vous l'avez dit, on est en pleine saison hivernale, on a 4 jours de pause et on repart pour les championnats du monde. Donc aujourd'hui, on est vraiment concentré sur les championnats du monde. Voilà, qui fait quoi, qui dit quoi, c'est pas tellement votre... c'est pas vraiment notre sujet. Mais sur le cœur du sujet en lui-même, effectivement, on parlait de sécurité, de parole, pouvoir parler. C'est une parole qui se libère et une prise de conscience au niveau des institutions, que ce soit ministérielles ou fédérales, de savoir que c'est un sujet qui est central. Je suis sûr que ça apportera du bien dans l'avenir de notre sport et ça permettra à la société d'évoluer. Donc c'est une bonne chose que les paroles se libèrent, peu importe les sports, effectivement. Si je peux juste terminer sur ce sujet, la Fédération française des sports de glace, et notamment, là on parle de patinage, c'est des sports à maturité précoce. Les athlètes du patinage, ils deviennent internationaux, parfois médaillés olympiques, ils sont encore mineurs. Donc pour une fédération comme la nôtre, c'est un sujet qui doit être central parce que cette maturité précoce fait que c'est encore exacerbé parce que c'est des personnes qui deviennent célèbres très tôt. Et voilà, donc qui ont des conditions de vie aussi qui sont très dures, qui font des stages pendant tout l'été, qui se lèvent à 5 h du matin. Voilà, c'est un environnement sportif qui est très exigeant. Les disciplines d'expression en général c'est très dur. Exactement. Donc chapeau à tous ces jeunes gens, ces jeunes filles qui pratiquent ce sport. On espère effectivement qu'il brillera et qu'il sera moins médiatisé évidemment pour ces histoires-là, pourvu qu'elles trouvent une issue qui soit juste, ces histoires-là. Voilà. Merci en tout cas de t'être exprimé. Encore vraiment beaucoup de respect. Tu m'as dit en coulisses, Space Mountain, ça te fait peur aussi. C'est juste entre nous. Oui, hein. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes sensations. Maintenant que j'ai pris l'habitude d'avoir les manettes et d'être maître de mon destin, quand je suis dans un manège où c'est plus moi qui pilote, j'ai peur et je remets en cause le matériel ou le manège en lui-même. Donc je préfère avoir les manettes en main, au moins je suis maître de mon destin. Ça, c'est comme un pilote de rallye qui peut pas être le passager de Madame Michu sur la route. Encore bravo à toi. Merci et bonne chance surtout pour les 3 compétitions à venir. Merci beaucoup d'être venu sur cette petite fenêtre que tu avais sur ton emploi du temps. Le reste des événements marquants à suivre pour le week-end, c'est avec Mathias et c'est tout de suite. Samedi 8 à 20h, les Roses et Bleus du Pays Voironnais Basket Club retrouveront leur gymnase Chotard pour un match qui pourrait s'avérer un tournant dans la saison. Face au bien classé Roanne, les Voironnaises peuvent, en cas de victoire, se rapprocher de la tête de la poule. Tout le week-end au gymnase Régnier-Bayard de Grenoble, les meilleurs archers de la région s'affronteront. Des poussins jusqu'aux juniors, garçons comme filles, la fine fleur du tir à l'arc sera là de 9h à 17h30.
Au même moment le samedi et le dimanche également, la 17e Coupe des Alpes aura lieu à la patinoire Pôle Sud. Plus de 200 patineurs et patineuses de 6 ans à l'âge adulte participeront à cette compétition régionale et l'entrée est gratuite. Et puis dimanche, coup d'envoi des tournois qualificatifs du Grenoble Tennis. Un tableau féminin donnant accès au 10e NJ Open de l'Isère et un tournoi masculin qui ouvre les portes du 2e trophée de la ville de Grenoble. Voilà, faites votre choix, allez encourager les tennismen, les patineurs, les patineuses. Et puis le rugby, ça sera pour la semaine prochaine, Mathias. Voilà, jeudi prochain. Allez, merci encore à toi, Romain, d'être venu. Merci à toi, Mathias, et vous, à la semaine prochaine.